Bien positionné. Merci beaucoup. Et bonjour messieurs, dames. Le sujet dont je vais vous parler ce soir est un sujet qui est assez technique. Donc je préfère le signaler, mais il a l'avantage de rentrer dans la vie des paysans de cette époque, et donc c'est pas un souci. Voilà. Pour resituer les choses, si vous voulez, j'ai fait un travail pendant pas mal d'années sur la conservation des grains en France au XVIIIe siècle, parce que c'est une période de grande innovation, c'est l'époque des Lumières, et de grande innovation parce que les techniques évoluent aussi beaucoup. Les moyens techniques utilisés vont permettre de passer à un autre niveau, un autre stade de production, de productivité aussi, et ça c'est quelque chose de particulier qui touche l'agriculture française, mais bien sûr l'agriculture anglaise qui est notre grande concurrente à cette époque-là. Alors, je ne vous donne pas la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet-là, mais c'est par rapport à une ancienne profession que j'ai eue. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai mis conserver des grains en amiénois, ce n'est pas le seul objet de cette recherche. C'était conserver des grains dans le nord de la France au XVIIIe siècle, parce qu'il faut savoir qu'en France, on perd à peu près 1/6 des récoltes à cette époque-là, hein, donc à l'époque moderne, et particulièrement au XVIIe, XVIIIe siècle, 1/6 des récoltes par méconnaissance, si vous voulez, hein, de la façon de les conserver, et ça pose un problème évidemment très important en termes logiques, si vous voulez, en termes économiques, bien sûr. Donc en fait, pour faire ce travail qui s'intéresse à la France du Nord, j'ai travaillé sur un certain nombre d'archives départementales qui sont donc, je dirais, dans la partie nord de la France. Ma limite sud a été la Limagne, c'est-à-dire la région de Clermont-Ferrand, parce qu'il fallait bien un sud dans cette zone, tout simplement parce que, si vous voulez, conserver les récoltes dans le sud de la France ne posait pas énormément de problèmes, car les grains étaient récoltés relativement secs, alors que dans le nord de la France, et en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre et dans d'autres pays, c'était un véritable problème. Alors, ce soir, j'ai choisi de cibler sur un des 6 sites d'archives, si vous voulez, sur lesquels j'ai travaillé, dont on en parlera très rapidement tout à l'heure. Voilà. On va démarrer directement dans le vif du sujet. On sait que, si vous voulez, au XVIIIe siècle, et surtout sur la période 1750-1800, c'est un moment où l'innovation agronomique est très importante en France. Même si celle-ci ne se traduit pas par une révolution agricole, comme on l'a dit à une époque, hein, c'est beaucoup remis en question, c'est plutôt l'accumulation de petits progrès dans les campagnes, au niveau des pratiques culturales et de l'élevage qui se réalisent. Et bien sûr, ça a été animé tout ça par des agronomes, hein, des spécialistes de toutes ces questions. Et parmi ceux-ci, il en est un qui est Henri-Louis Duhamel du Monceau, qui est un agronome très connu à cette époque, qui était bien plus connu que Buffon ou d'autres, mais qui, avec le temps, a un petit peu disparu de nos écrans. C'était un académicien des sciences, qui était donc en même temps inspecteur général de la marine, et qui a travaillé énormément sur l'agriculture, la nouvelle agriculture, donc au XVIIIe siècle, et ses travaux sont encore très très connus et très recherchés. Il a écrit plus de 80 ouvrages, pas tout seul bien sûr, avec certainement un gros secrétariat. Donc parmi les agronomes qui marquent cette époque, Henri-Louis Duhamel du Monceau occupe une place très importante du fait de ses expérimentations multiples au niveau des techniques agricoles, et en particulier de la sylviculture, puisque c'est un spécialiste des forêts, en même temps, si vous voulez, un spécialiste des techniques culturales agricoles, et aussi en termes de production de céréales. Alors, dans le domaine de la production des céréales, il va proposer des voies très nouvelles pour permettre une meilleure conservation des récoltes, dont je disais, on estime qu'il y a à peu près 1/6 qui était perdu. Et ça par méconnaissance et aussi négligence. Les céréales, on sait qu'à cette époque, elles étaient, au moment de la récolte, donc tout d'abord conservées en gerbe dans des granges. Je fais une toute petite remarque simplement quand même. Cette question des granges est aussi un autre problème dont on parlera, mais de façon simple, un petit peu, je l'évacuerai parce que les granges
sont des bâtiments qui sont très divers en France. On en trouve de différents types et ça ne me si vous voulez, l'étude du bâti rural ne me permettait pas d'avoir des points de comparaison par rapport à ce que j'ai choisi comme système d'études. Donc, dans le domaine de la production de céréales, il va proposer donc des voies nouvelles, comme en particulier, et pas à petite échelle, hein, à expérimenter à grande échelle, conservation en grenier ventilé. Les premiers greniers ventilés, parce que les premiers ventilateurs sont apparus, parce qu'on a des matériels, on peut utiliser du métal qu'on peut emboutir, perforer, etc. Il y a tout un tas d'évolutions qui se sont produites. Et donc ces grains qui sont produits donc, sont stockés sous forme d'abord de gerbes, on l'a dit, et Duhamel, du Monceau, va lui vouloir, au niveau des greniers à grains, c'est-à-dire une fois que les gerbes sont battues au fur et à mesure de l'automne et de l'hiver, on va les stocker en grenier. Ou, si on est tout petit faiseur, dans un coffre ou dans des sacs. Mais en général, pour les quantités importantes, c'est en grenier. Eh bien, il va donner des spécifications, justement, pour conserver correctement, alors soit dans des greniers expérimentaux comme ces greniers ventilés, ou dans des greniers traditionnels, où là, il va donner des normes. Par exemple, le stockage des grains va devoir se faire au maximum sur une épaisseur de 1,5 pied, c'est-à-dire à peu près 50 cm, parce qu'une masse de grains en l'état stocké au sol est une masse qui laisse peu passer l'air, donc qui s'aère mal, à la différence de ce qui se passe dans une grange. Et donc, il y a des normes à respecter. Donc, il donne ces normes et, bien sûr, il faut très régulièrement aérer les grains. Donc, en fait, pelleter les grains dans le grenier, en les déplaçant d'ailleurs, pour permettre cette évacuation d'humidité en excès, étant entendu que, si vous voulez, la norme n'est pas une norme comme aujourd'hui, on va dire 14,5 ou 15% d'humidité, mais si vous voulez, c'est plutôt le grain est-il croquant sous la dent ou pas, hein? S'il est croquant sous la dent, ça veut dire qu'il est bon, il va bien se conserver. Bon, ça c'est une petite anecdote. Donc, pour éviter leur fermentation et leur prise en masse, il conseille ce stockage, donc au sol bien sûr, mais suivant avec si vous voulez, une hauteur maximum d'épaisseur de couche, et il va conseiller, et même plus que conseiller, tout un travail de ventilation des grains et de nettoyage des grains. Et c'est ça qui souvent a été un frein à la bonne conservation des grains, c'est que les producteurs, une fois qu'ils avaient amassé les grains dans les greniers, ils n'avaient pas forcément le temps d'aller une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, retourner toute la masse de grains, la déplacer en même temps. C'était un problème. Et donc Duhamel du Monceau va essayer de trouver une technique qui permette d'améliorer, cette fois-ci de façon assez technique, et non pas simplement mécanique, à la main, je veux dire, et à la pelle, pour améliorer à la fois la ventilation des grains et leur criblage. Alors, c'est le deuxième mot que je voulais introduire. Le criblage des grains, c'est quelque chose qui ne représente pas forcément concrètement, pour vous peut-être, je ne sais pas ce qu'il en est, c'est tout simplement calibrer les grains pour tout simplement extraire tout ce qui est impureté, c'est-à-dire tout ce qui est balles légères, mais aussi autres grains plus petits qui n'ont rien à faire là, des pierres, tout un tas même aussi des souillures, si vous voulez, et donc ce nettoyage des grains va concourir éminemment, de façon importante, à une amélioration de leur conservation. C'est ça son objectif. Voilà. Alors, à partir du XVIIIe siècle, donc, on a, si vous voulez, véritablement une avancée. Et c'est cette avancée qu'on va essayer d'observer au travers de matériel dans les campagnes. Nous avons donc choisi au plan historique, si vous voulez, pour faire une étude qui tienne debout, de faire
de façon systématique une étude comparée des matériels qui vont permettre le nettoyage et la ventilation des grains dans différentes régions. Parce que c'est essentiel, c'est la première des choses, et ces matériels, je vais vous les présenter juste ensuite. Donc, différentes régions d'une part, chose importante, différents types aussi de paysages, bien sûr, parce que c'est différent si on est en région de grande culture ou en région de bocage, etc. Donc, il va falloir, premièrement, si vous voulez, définir les matériels et définir les endroits où cette étude va être. Alors, le plan que je vais suivre, c'est donc le nettoyage des grains en région de moyenne et petite culture, c'est-à-dire au sud d'Amiens, hein, pour nous, puisque c'est en Santerre essentiellement. La présentation d'un curé agronome. On verra que les agronomes sont des gens de différents statuts. On a à la fois des curés, on a des nobles essentiellement, certains aussi notables, qui ne sont pas forcément nobles. Et on verra comment cette évolution se réalise dans l'Amiénois. Bien, alors, les espaces géographiques, je vous en ai déjà un petit peu parlé, du nord de la France. Je n'insiste pas, c'est région de grande culture, le Lannoy, le prolongement de la plaine Picarde dans la région de Laon, le Haut-Artois dans le secteur de Saint-Omer, le secteur de Saint-Omer comme le secteur d'Amiens, là, ce sont des régions de champs ouverts, mais où si vous voulez, les exploitations sont assez petites, de taille assez petite. Donc, Haut-Artois, Amiénois, plaine de Laon, là, c'est des zones de grande culture avec de grandes exploitations, comme aussi dans le bassin parisien. Nous avons retenu non pas la plaine de France, mais le nord-est du pays chartrain, c'est-à-dire des secteurs qui sont, on va dire pour simplifier, Rambouillet. Voilà, pour donner un petit peu une image. Et alors, je vais donc vous, tout de suite, vous montrer quand même, parce que là, je le fais un petit peu à l'inverse, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous pouvez retrouver ces sites d'archives, d'études, donc Saint-Omer, Amiens, Laon. Donc, le château Montfort-Chevreuse, c'est la région de Rambouillet. Le bocage normand, le secteur de Domfront et d'Alençon, et puis au sud de notre partie nord de la France, la région de Clermont-Ferrand. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement aujourd'hui uniquement le secteur de la France. Voilà. Alors, comment avons-nous travaillé pour voir si ces matériels vont se trouver, vont apparaître en quantité importante. Alors, je reviens donc, excusez-moi, sur la précédente souris. Voilà. Ici. Donc, voilà les matériels de nettoyage des grains qui vont être soumis un petit peu à notre test, à notre recherche. Avant 1750, même 1700, schématiquement, dans les campagnes françaises, la façon de conserver les grains, une fois donc que les gerbes sont battues, et avant de pouvoir les mettre en grenier, on va procéder, ça c'est depuis très longtemps, hein, au vannage dans un vent à vanner. Je ne rentre pas dans le détail, c'est porté par un homme, on voit les poignées, on agite les grains avec les balles qui restent du battage à l'intérieur, on agite ce panier, ce vent, et le vent normalement emporte tout ce qui est léger. Et reste dans le panier, le vent, si vous voulez, les grains et d'autres impuretés plus lourdes. On passe à ce moment-là ça à un crible de peau. Alors, c'est une peau d'animal, bien sûr tannée, qui est perforée. On met cette peau, si vous voulez, sur une sorte de tronc coupé, et on va avec on va par emboutissement, si vous voulez, faire des trous à l'intérieur. Bon, alors c'était très, très, très organisé. Il y a même l'art du tanisier, quelque chose de très précis. On ne rentre pas dans le détail, simplement pour dire que ce crible de peau, pour les trous, si vous voulez, recevait la masse de grain et les impuretés qui étaient les impuretés hors paille, on va dire, essentiellement.
Et là, on agitait, les grains, eux, restaient sur le tamis, et c'était les impuretés plus petites qui passaient, petits cailloux, etc. etc. Ça, méthode traditionnelle qui concerne la plupart des petits producteurs. À la même époque, donc au début du XVIIIe, on trouve encore fréquemment ce crible en plan incliné qui va être, lui, à l'intérieur des grandes fermes, dans lesquelles on va avoir des grosses quantités de grains à nettoyer et ventiler, si on veut dire par déplacement dans l'air. Et donc c'est tout simplement une tôle perforée, un maillage, si vous voulez, de fils, d'archal, de béton ou de fer, et qui vont recevoir par l'eau de ce tamis en plan incliné assez grand. On va verser le sac ici, les grains vont s'écouler, donc il y a un homme qui va être là pour faire ça, et puis un autre qui va être ici pour regarder que tout se passe bien, et récupérer toutes les petites impuretés qui sont passées cette fois-ci à travers le tamis, alors que les grains vont être récupérés au bout, si vous voulez, dans le sac. Ça, c'est la technique traditionnelle avant 1700-1750. Et puis, c'est les innovations de l'époque de Duhamel de Monceau. Alors, le crible ventilé ou moulin à blé, et dont vous avez surtout entendu parler par les appareils du 19e siècle, qu'on appelle des tarare. Tarare, c'est le crible ventilé. Le vrai nom, c'est crible ventilé ou moulin à blé. Alors, de façon très simplifiée, vous avez là une roue qui est présente pour faire de la ventilation. Elle est entraînée par une poignée, je simplifie, une poignée que l'on voit à gauche, et cette roue tournant va brasser l'air. Au-dessus de cet appareil, on a une trémie, c'est là qu'on verse des grains. Donc, s'il n'y avait que cette roue qui tournait, ça ne ferait que ventiler, retirer les balles qui restent, etc., mais ça ne ferait pas grand-chose. Il y a un arbre ici, si vous voulez, qui va être relié au mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un travail c'est un travail de serrurerie, comme on appelait des serrureries à cette époque. Il y avait des gens qui ne s'occupaient pas que des serrures, mais qui créaient des transmissions par engrenage. Et donc on avait, par exemple, ici en tournant ce poignet, on avait cette tirette qui bougeait, et puis une autre qui était de l'autre côté. Et leur action de cette tirette, c'était de faire bouger les tamis qui étaient là, des tamis métalliques, cette fois-ci, donc un maillage métallique. Et donc, les grains qui tombaient avec l'effet du vent, ici, les balles sortaient, ça tombait sur le premier tamis qui était ici. Ce premier tamis avait une ouverture relativement grande, puisqu'il laissait passer les grains, mais par contre, toutes les impuretés, elles, qui étaient plus grosses, s'en allaient. Ensuite, les grains tombaient ici, et eux étaient encore chargés de petites impuretés, pierre, etc. Et toujours le système de câble et de transmission agitait le tamis qui était là. Et à ce moment-là, donc les grains, eux, ne pouvaient pas passer dans ces trous, ils étaient plus gros que les trous, et c'était les petites impuretés, les pierres qui passaient à travers et qu'on pouvait récupérer. Et c'est toujours suivant cette technique qu'on fonctionne aujourd'hui, avec des matériels beaucoup plus sophistiqués. Et c'est toujours le même système de nettoyage. Alors, double avantage, ventilation, et ça change tout. Parce que quand on avait un matériel comme cela, si on voulait faire passer, ventiler dans son grenier les grains, on pouvait s'arranger pour les faire passer plusieurs fois. Hein. Et donc, c'était une évolution assez importante. Et surtout, c'était beaucoup plus rapide. Voilà, donc ça, c'était tout simplement rapidement pour vous présenter les matériels. Alors, comment on a travaillé à partir de là pour essayer de voir dans ces différentes régions si, oui ou non, il y avait une évolution dans le matériel utilisé dans les campagnes à partir de 1750, si on passait réellement de ça à de plus en plus ceci, ce qui serait la preuve, si vous voulez, d'une amélioration des techniques, hein, eh bien, il a fallu que je mette au point une banque de données avec des critères très précis. Et je ne suis pas tout à fait mon contenu, parce que je pense qu'il faut que ça soit quand même vivant, plus vivant. Et
en fait, je me suis dit, il faut voir quels étaient les matériels possédés dans les campagnes au début du XVIIIe siècle, vers 1720, et qu'est-ce qu'il en était donc en 1780. Et donc pour faire cela, il fallait que je trouve des sources qui m'apportent ces informations. Mais je savais ce que c'était. C'était obligatoirement des documents émanant je dirais des fermes et qui nous permettaient de visionner véritablement le matériel possédé dans une ferme, dans une exploitation, mais à tout niveau. Et c'était donc les inventaires après décès. Et les inventaires après décès contenant bien sûr tout ce qui concerne la ferme elle-même, mais surtout pour nous, au plan technique et agronomique, c'était le cheptel mort. Et pour cela, donc, j'ai inventorié, si vous voulez, les éléments qui pouvaient être essentiels. Et donc, alors, on va continuer un petit peu, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, nous sommes donc dans la Miennois. Là, je vais essayer de reprendre un petit peu la suite pour que vous ayez tous les éléments. C'est pour que vous puissiez visionner en même temps. Donc, il a fallu, à partir des inventaires après décès, sélectionner, enfin, ce qu'on trouvait, on ne pas fait de sélection a priori, il fallait voir si on pouvait retrouver traces des matériels et, bien évidemment, aussi prendre plein d'informations pour chaque inventaire après décès sur les caractéristiques de la ferme. Parce que si on verra qu'il y a un rapport, bien sûr, entre la technicité du matériel acquis et l'importance de la ferme. Donc, je reviens maintenant, si vous voulez, à une présentation rapide de ce tableau. Ici, on y reviendra à un autre niveau, mais on voit qu'on a, à partir des cotes des cartons, si vous voulez, les inventaires après décès qui sont dedans. Alors ça émane soit de sources notariales, soit de justice seigneuriale. Dans le cas de, justement, le Santerre, les deux villages qui ont été travaillés grâce à Hervé, avec qui on a échangé un fonds, si vous voulez, ce sont des justices seigneuriales pour deux villages, le village du Plessier, Rosainvillers, pardon, et puis Arvillers, qui sont dans le Santerre et qui sont donc au sud d'Amiens. Bien, les inventaires après décès, donc quand on les regarde, quand on regarde ces tableaux, on voit qu'on prélève dessus un certain nombre de choses. Donc, bien sûr, à chaque fois, le nom, la date de l'inventaire. Donc, je pense que vous savez tous pourquoi il y a un inventaire. À cette époque-là, à partir du moment où le père ou la mère décédait, si les enfants étaient mineurs, la loi voulait désormais qu'il y ait un inventaire des biens de la personne décédée, tout simplement pour préserver les enfants, qu'il n'y ait pas des gens dans la famille qui détournent des choses. C'est une obligation pour les enfants mineurs, s'il y avait des enfants mineurs. Donc, ici, on a par exemple donc, le nom de l'agriculteur, on a son titre, son activité qui est dite clairement, laboureur ou menuisier ou ouvrier, etc. Le village, bien sûr, des fois il y a des hameaux, mais dans votre cas, dans le cas de Miennois, ça ne pose pas de problème. Le montant total de l'inventaire. Ensuite, le descriptif du matériel retrouvé, qui sont clairement précisés, vent à vanner, ou alors des fois il peut y avoir des petites variations, ça dépend. Je prends un exemple dans le Lannoy, c'est pas écrit de quantité, c'est un grand diable à vanner, parce que ça faisait du bruit, le bruit du diable, un petit peu, peut-être que ça faisait. Bon, je ferme la parenthèse. Le montant en livres chiffré de l'ensemble de ce matériel, sachant que dans certains cas, en fonction du type d'exploitation, j'ai gardé, bien sûr, les éléments séparés, si vous voulez, parce que ça permet ensuite d'analyser plus finement. Et puis, deux éléments qui figurent dans ce tableau de synthèse, alors que dans les tableaux de travail de banque de données, c'est beaucoup plus long, on a 4 ou 5 pages, parce qu'il y a plein de renseignements à prendre sur les récoltes, sur les dettes actives, les dettes passives, c'est-à-dire les créances, l'argent qui est dû à l'agriculteur décédé ou ce qu'il lui doit, donc les dettes passives. Mais c'est cet élément-là essentiel, à savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est un gros ou un petit laboureur?
Et ça, on le voit tout de suite, puisqu'on a souvent un ratio, du moins dans cette région, une charrue, 2 chevaux. Donc, en général, il y a un rapport, mais pas toujours. Et dans l'Amiénois, il y a des choses curieuses, justement. Donc, vous montrer d'une certaine façon comment on a regroupé les éléments, et à partir de ces éléments, j'ai fait des graphiques, mais qui, eux, là, ne vont pas tellement nous intéresser parce que c'est intéressant d'aller voir un petit peu plus finement dans le détail. Voilà, alors, maintenant, on parle de l'étude réelle sur le Santerre. Une première période, on a dit, 1700-1750. Comment on nettoyait à cette époque-là et qu'est-ce qu'on avait comme matériel. Alors, on va rester justement sur ce tableau. On pourra, et ensuite on regardera son petit frère, qui est pour la justice, cette fois-ci, d'Arvillers, qui est, vous voyez, période 1727-1740. Des fois, on se dit 1720, mais on est obligé d'élargir pour avoir suffisamment si vous voulez, d'inventaire. Hein. Et donc là, on a Plessis-Rosavilliers, 1721-1749. J'ai été amené à élargir de façon importante parce qu'il fallait quand même un substrat, il fallait quand même des éléments. Alors, la Picardie, à cette époque-là, région, on a dit, de moyenne et petite culture, du moins dans ce secteur-là, avec, si vous voulez, de façon pareil, simplifiée, c'est d'après les chiffres de Florence Gauthier, qui est une historienne de la Révolution française, on a à peu près donc 25% dans ces villages de manouvriers et 50% de paysans pauvres. Où est la limite entre paysans pauvres et manouvriers? Paysans pauvres, c'est simplement qu'on possède un certain nombre d'arts ou d'hectares. Hein, mais on n'est pas, la production que l'on réalise ne suffit surtout pas, ne suffit pas à vivre. Donc on a à ce moment-là une autre activité. Hein. Mais dans ces 50% de paysans pauvres qui ont entre 1 et 5 hectares de terre, attention, pas forcément possédée, ça peut être aussi en fermage, en contrat, avec un contrat, hein, si vous voulez, de fermage. Dans ces 50%, on a la plupart qui exploitent comme disons, la surface qu'ils possèdent, et à côté de ça, fait un autre métier, parce que sinon, ils ne s'en sortiraient pas, bien évidemment. Donc, on a certains qui sont, en plus, si vous voulez, par exemple, boutiquiers ou petits artisans, ça dépend, ou peigneurs de laine, il y a différentes activités qui viennent compléter, c'est une pluriactivité nécessaire pour survivre. Et le stade suivant, à savoir, je dirais, laboureur, celui qui peut vivre à peu près de l'exploitation de ces terres, c'est grand maximum, si vous voulez, 17% des paysans qui, eux, exploitent donc entre 5 et 10 hectares et qui complètent en fonction des nécessités. Et puis après, on a la couche des gens très riches, hein, les 8% qui sont constitués par les meuniers, les fermiers des droits féodaux et les rentiers résidents, voilà, qui représentent 8%. Alors, nos sondages dans cette région donc, ont concerné deux paroisses. Alors, Arvillers, 140 feux en 1720, sur la route, sur la chaussée de Roye à Amiens, donc une voie qui est importante commercialement parlant. Il y a beaucoup entre Paris et le Nord, beaucoup de charrois de grains, hein, et d'autres marchandises, bien sûr. Et puis le Plessis et Rosavilliers, 151 feux à la même époque. Situation un peu moins favorable parce qu'on a un terrain un peu plus en pente et un peu plus marécageux. Et puis aussi, excentré par rapport à l'axe qui relie Paris. Alors, dans cette région, donc, de façon cumulée, 44 inventaires entre 1721 et 1750, regroupés dans les deux tableaux que je vous ai montrés. Qu'est-ce qu'on constate? On reviendra en détail si vous voulez. C'est qu'au niveau des manouvriers, 1 sur 2 possède alors un vent à vanner et parfois un crible de peau. Ces matériels voient leur évaluation varier, je donne en prix de 10 sols à 1 livre 4 sols pour le vent, et puis à vanner pour le crible entre 5 sols et 1 livre 10 sols, c'est-à-dire 1 livre et demi. Dans le même temps,
que ces manouvriers, les artisans, tisserands, menuisiers, cordonniers, charpentiers, bourliers, charrons et arpenteurs, ainsi que les petits marchands, on retrouve beaucoup des marchands d'œufs, des marchands de fil, hein, possèdent, eux, un vent havané ou un crible. Ça confirme une chose, simplement, ce sont des gens qui ils sont obligés soit d'acheter des grains, soit pour les manouvriers, ils peuvent être payés en grains. Hein, et donc, ils ont nécessité au minimum de nettoyer un peu plus que ce qui a été fait. C'est souvent le problème, hein, de savoir exactement jusqu'où on va et ce que l'on nettoie. Deuxième groupe, les laboureurs rencontrés qui, ici, alors c'est vrai dans les deux cas, hein, aussi bien, je ne suis pas dans le bon sens, pardon, aussi bien, hop, je récupère, aussi bien au Plessis-Rosainvilliers qu'à Arvillers, on constate que ces laboureurs sont des laboureurs uniquement à une charrue et qui ont, en fonction, alors je ne rentrerai pas dans le détail parce que sinon déjà je suis trop long, donc ça sera peut-être un peu assommant. On regarde ici, par exemple, sur Arvillers, vous voyez que les laboureurs qui sont dénommés comme tels vont avoir, certains ont une charrue, mais ça c'est pas forcément anormal, c'est la veuve d'un laboureur décédé qui elle-même meurt, et petit à petit elle avait dû arrêter un certain nombre d'activités, hein, donc elle n'a plus d'animaux, plus de chevaux. Bon, par contre, en règle générale, ici, une charrue, 2 chevaux. On peut avoir ici un blatier ou blatrier, François Meurice, qui est, par exemple, si vous voulez, tout simplement un laboureur qui en même temps est blatier. C'est la caractéristique dans l'Amiénois. On a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de ventes de céréales qui s'en vont sur le nord, sur la Belgique, enfin, les Flandres. Hein. Et ils ont la particularité, si vous voulez, d'être à la fois laboureurs et blatriers. Alors, il y en a qui ne sont que petits manouvriers, qui n'ont pas forcément de charrue, et qui vont avoir simplement un cheval pour véhiculer ce charroi de céréales. Mais lui, c'est un cas un peu particulier amusant, il possède 4 ânes battés ou, il faudrait que je le ressorte, ou harnachés pour justement pour le labour ou pour transporter le charroi de grains. C'est des ânes qui sont comme en général, c'est des chevaux. Hein. Donc voilà. Donc on a un exemple ici, par exemple, Marie-Françoise Meurice qui va avoir donc une charrue et 3 chevaux. Bon, alors au minimum c'est 2, bien évidemment, pour tirer la charrue. Hein. Mais donc ça nous donne, si vous voulez, un petit peu l'apparence des choses. Alors, c'est laboureur. Ici, donc une charrue dans l'Amiénois, alors que par exemple, alors, je vous donne quand même, excusez-moi, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Dans le pays chartrain, on va avoir souvent des fermes de 3 charrues, hein, qui sont considérées comme des fermes moyennes. Hein. On peut avoir 3-4 charrues dans le Lannoy, par exemple. C'est pour bien dire que c'est des exploitations plus petites, hein, que dans d'autres régions de champs ouverts. Voilà. Alors, en moyenne, 1 ou 2 vents havanés et un crible à main, donc de peau, pour ces laboureurs. Alors, on remarque que si quelques-uns ne possèdent qu'un cheval, la plupart ont un petit troupeau, et pour tous, ils ont un petit troupeau ovin. Mais ça, c'est tout à fait logique, puisqu'on est, si vous voulez, dans un assolement triennal, et donc il y a toujours une sole qui est en jachère, et c'est tout simplement les ovins qui vont enrichir, fumer les terres, on va dire. Hein, voilà, donc c'est pas étonnant. Voilà. Alors, j'essaie d'avancer un petit peu plus rapidement. Peut-être jeter un tout petit œil sur celui-ci, mais on retrouve toujours le même système. Vous voyez, toujours, si on a un laboureur, excusez-moi, je manipule très mal, par exemple, Boucher-Martin, j'ai mis veuve 2 parce que c'est son deuxième veuvage. Il meurt après son deuxième veuvage. Eh bien, on va avoir, vous voyez, une charrue,
et 3 chevaux. Mais on aura aussi des fois, ça arrive, une charrue, un cheval. Et à ce moment-là, ce paysan, ça veut dire qu'il fait appel à un voisin, et souvent on retrouve dans les dettes passives qu'il a remboursé, il a payé une certaine somme en fin d'année pour le service rendu. Bien. Donc, on continue et on va donc laisser la période 1720 qui nous a montré finalement le peu de matériel. Hein. Même les laboureurs n'ont pas énormément de matériel, ils n'ont pas le crible en plein incliné, si vous voulez. Et on va s'intéresser maintenant un petit peu à la jonction, les années 1750-1760. Et là, nous rencontrons quelqu'un qui, j'ai cité, c'est la deuxième partie, le curé agronome. Hein, curé agronome, on pourrait dire autrement, je crois que je l'avais dénommé d'ailleurs autrement. Et ce personnage est un personnage que vous connaissez, je pense, pour beaucoup, et qui doit vous dire quelque chose. Le village se trouve à peu près à entre 3 et 4 lieues d'Arvillers. C'est le village de Bayonvillers. Et à cette époque, vit là un personnage tout à fait remarquable que je vais vous présenter, qui fait partie des pouvoirs locaux, hein, qui anime la vie agronomique des campagnes. Et ce curé, qui à mon avis passe beaucoup plus de temps en agronomie que s'occuper de ses ouailles, si vous voulez, est quelqu'un de saisissant. Mais il n'y a pas que lui en France, il y en a plein d'autres, hein, comme ça, soit des curés, soit même des notables qui seraient, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, déjà des premiers ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont souvent des notables et qui s'intéressent aussi à l'agronomie, pas seulement en route, mais à l'agronomie. Et donc, ce personnage est un personnage qui est important comme d'autres seigneurs qui sont souvent aussi des fois agronomes. Alors, le curé de Bayet, du bourg de Bayonvillers, donc c'est au sud-est, en fait, plus précisément de Corbie, est un bon exemple de pouvoir local, tourné vers le progrès agronomique, au point que il fait partie des correspondants du Hamel du Monceau. Et ici, vous avez un courrier qui dénomme, en 1761, novembre, c'est 12 novembre 1761, il écrit à qui? Il écrit justement à du Hamel du Monceau. Chose curieuse. Alors, je vais, si vous voulez, vous le lire parce que c'était quand même assez intéressant. Espèce de mémoire, donc, qui faisait 12 pages, qui est à la page 3. Le châssis à 3 grilles que vous m'avez fait l'honneur de me commander sera porté jeudi prochain du courant à votre quai d'Anjou. En fait, c'est à Paris, dans l'île Saint-Louis. Jamel du Monceau a un hôtel particulier, et là, il stocke certainement des grains qui proviennent, si vous voulez, des fermes de ce qui est originaire de la région de Pithiviers. Ils ont une très grosse ferme avec son frère, et peut-être qu'il fait venir, si vous voulez, régulièrement des grains sur Paris, puisque c'est revenu, on va dire, et il les stocke certainement en grenier. Et donc, il a besoin de matériel. Donc, il lui envoie le châssis à 3 grilles que vous m'avez fait venir, etc. J'ai jugé à propos de le confier avec ses grilles au nommé Laroche, marchand d'œufs, qui va d'Hermonnières à la halle de Paris toutes les semaines. Donc, il fait transporter un crible ventilé sur Paris pour du Hamel du Monceau. Donc, ça veut dire qu'il est quand même, on va voir qu'il est très technicien. Le prix est de 5 livres 10 sols pour chaque grille, d'une livre 4 sols pour la menuiserie du châssis, ainsi le total fait 17 livres 14 sols. C'est tout ce que j'ai avancé. Un crible avant parfait et dans son entier. Alors là, il propose maintenant un devis pour encore d'autres matériels. Un crible avant parfait et dans son entier, avec 3 grilles de châssis, accompagné d'un grand crible en plein incliné. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a vu. Bon, qui est quand même plus archaïque, on va dire, en plein incliné, et de 6 volants à Molin. Molin, c'est moulin, pour penser le mot moulin. Moulin, c'est ce qui tourne dedans, hein, c'est le tambour, enfin, les pales de bois hein, qui tournent, coûtera 45 livres. Le port d'Arbonnières à Paris, il ne sera pas compris, ni le coût d'un louage, du louage d'un cheval, etc., etc. Alors, ce courrier, dans ces 12 pages, la conservation des grains occupe une place très importante, mais il n'y a pas que ça. On parle de luzerne, on parle d'essais de luzerne, on parle de tout un tas de choses. Il y a au niveau, si vous voulez,
des personnalités agronomiques en France, tout un réseau à cette époque-là. En haut, bien sûr, les gens comme Duhamel du Monceau, ou Marquis de Turbilly, des personnages importants, si vous voulez, en termes agronomiques, mais il y a tout autour d'eux, progressivement, une sorte de noyade d'agronomes de second niveau, régional, mais qui communiquent. Et c'est ça les lumières agronomiques, si vous voulez, hein, beaucoup plus. Voilà. Alors, je vous l'ai présenté. Je vous dis quand même que cet ecclésiastique, c'est pas n'importe qui, finalement, parce qu'il est connu des autorités de la province. Il a les faveurs du gouverneur de Picardie, le duc de Chaulnes, donc, et de l'intendant de la généralité, dont on parlera, M. Dinvaux. La bibliothèque du premier, du château de Chaulnes, hein, est à sa disposition, hein, puisque Duhamel, pas Duhamel, mais le curé Bayet possède, on a des éléments sur sa bibliothèque, le 6e volume du traité de la culture des terres et le traité de la conservation des grains de Duhamel du Monceau, l'essai sur l'amélioration des terres de Patulot, et enfin aussi des mémoires de l'Académie royale des sciences. Donc c'est quelqu'un qui s'instruit. Donc je résume de façon simple si vous voulez. On voit que parallèlement aux observations sur les essais culturaux, l'essentiel du courrier concerne la conservation des grains, je vous l'ai dit, mais on parle aussi d'autre chose. Le curé Bayet est en effet concepteur de matériel de criblage, on le verra tout à l'heure. C'est donc pas anodin tout ça. C'est un travail d'équipe. Je ne sais pas, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, puisqu'il fait fabriquer à façon ces matériels. Ce n'est pas encore des entreprises, hein, c'est loin de là. Ces matériels sont ici évoqués, car il fait livrer à Duhamel, je vous disais, un châssis en bois équipé, etc. etc. Bien. Je fais cette petite introduction sur le curé agronome, parce qu'on reparlera de lui tout à l'heure. Maintenant, nous passons à la troisième partie et dernière partie, c'est qu'en a-t-il été dans les campagnes du Santerre je crois que ce n'est pas la miennois, tout à fait. J'ai bien compris. Non. Bon, d'accord. Merci Hervé. Donc, l'étude, on va voir maintenant entre 1751 et 1790, si oui ou non, il y a eu une évolution, une pénétration des matériels de nettoyage des grains. Alors, moi, je l'ai observé de façon importante, bien sûr, en pays chartrain, en nord-est du pays chartrain, dans la Noix, etc. Et puis, bien sûr, il y a l'exemple de la plaine de France qui est très connu. Il y a pénétration, donc, si vous voulez, entre 1750 et 1800, du crible ventilé, mais uniquement chez les gros fermiers. Et ça se voit très bien en plaine de France, ça se voit très bien dans le pays chartrain, etc. Uniquement chez eux, et c'est en fait au XIXe siècle que le fameux tarare va se répandre. Et c'est pour ça qu'on en retrouve encore dans des greniers, des fois, des tarares. On voit cette grosse machine qui est restée dans les greniers. Une fois qu'elle ne servait plus, elle est restée comme... et on en voit souvent dans des fêtes agricoles, des choses comme ça, si vous voulez, en fonctionnement, pour montrer aux gens comment on faisait. Alors, l'étude qu'on a débutée sur les 2 paroisses du Santerre, on va voir qu'est-ce qu'elle nous réserve, si oui ou non on était dans une région d'innovation, qui suivait l'innovation ou pas. Dans le bocage normand, je n'ai pas trouvé un seul tarare. J'étais déjà satisfait de trouver dans la plaine d'Alençon des cribles en plan incliné. Voilà. Là, vous allez voir un petit peu ce que ça nous réserve. Alors, sur la période 1751-1790, 56 inventaires après décès analysés, donc 33 sur Arbilé et 23 sur le Plessis-Rosainvillers. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, ça nous montre d'abord, c'est une sous-partie, le temps des petits laboureurs novateurs. Alors, pourquoi? Parce que, si j'arrive à m'en sortir, ça c'était un autre texte du curé Bayet, on va sauter. Voici, voilà, nous sommes période 1752-1789. De façon claire, pour le Plessis-Rosainvillers, je vous montre tout de suite deux choses qui sont très très nettes. On a ici, dans la colonne, un grand vent d'année, hop, hop, un en 1760, un en 1770. Alors, l'un est laboureur à Beaucourt en Santerre,
et qui dépend du Plessis-Renauvilliers, et l'autre est François Morel, laboureur au Plessis-Renauvilliers. Voilà. On voit donc déjà que ce sont des personnages qui ont des inventaires conséquents. Il y a beaucoup plus gros, hein, si vous voulez. En Plaine de France, vous avez 50 000 livres, vous avez 15 000, 20 000 livres en pays chartrain. Voilà. Donc, mais on a des gens voilà, qui, regardez, déjà, on voit bien que ce n'est pas n'importe qui qu'eux ont 2 charrues. Alors, celui-ci a peut-être un voisin qui lui prête un cheval, monsieur le militaire, je ne sais pas, et qui culture. Et ici, pareil, il y a 2 charrues, mais 3 chevaux. Donc, vous voyez, c'est un peu bancal quelque part, mais c'est une réalité. Et on a donc ces matériels. Vous voyez que ce sont des matériels qui coûtent environ une vingtaine de livres, entre 20 et 25 livres, ce qui n'est pas négligeable, sachant que pour arriver à 30, on rajoute le prix d'un crible de peau, d'un crible de métal, et peut-être que ce crible, je pense que pour lui, ce crible de métal, c'est un crible en plein incliné. Donc il y a déjà un certain prix. Donc, des choses apparaissent. Je ne reviens pas sur les autres qui sont eux, qui ne bougent quasiment pas, les manœuvriers, etc., pour regarder ce qui se passe. Alors, je redis quand même que les manœuvriers, les artisans et petits commerçants continuent à utiliser les mêmes matériels que ceux qu'on avait évoqués, hein, le vent et le crible de peau, mais que progressivement, eux, vont avoir de plus en plus de cribles de peau qui leur suffisent, mais qui sont beaucoup plus précis que le vent, hein, permettent de calibrer les grains. Alors, si on avance maintenant au niveau des laboureurs, je vais vous mettre comme ça va vous permettre de voir que les choses changent beaucoup, s'agitent beaucoup sur Arvilliers, hein, beaucoup. Alors, les laboureurs donc, que nous avons observés, les deux, plus dans cette première partie ici, puisqu'on est dans la même période, hein, 1760 à peu près, on retrouve ici, alors là, le bouchoir, ça dépend aussi d'Arvilliers. On retrouve donc un marchand de bestiaux. Il a un vent, il a 2 cribles de peau, il a un grand vent avané, mais lui, c'est pas évalué. Et c'est pas gênant parce qu'on en a un qui, lui, est Jean Mortier, un bouchoir, qui a aussi un bel inventaire, et qui a devant un crible de peau et un grand vent avané, tout ça pour 33 livres. Donc on se doute que l'autre a certainement un inventaire. Bon, c'est pas chiffré, hein, il était indiqué mais pas prisé. Donc je peux pas mettre n'importe quoi. Donc on a ici à Arvilliers, dans la même période que ce qu'on a vu pour Rosalie, des personnages qui ont investi dans ce matériel. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais, parce que là je l'ai, mais je pense que le temps qui nous est imparti, je crois qu'il faut que j'accède. Je termine bientôt, c'est ça? Merci, d'accord. Vous voulez dire 20? D'accord. Ça va être plus rapide. Bon, donc en fait, on voit, si vous voulez, qu'on a des personnages qui sont apparemment des personnages novateurs. Pas tous, hein, puisque on a d'autres laboureurs plus petits, mais qui, eux, n'ont pas encore ce matériel. Et c'est quand même, si vous voulez, on observe que dans les deux cas, je ne parle pas de cette période-là, vous allez voir pourquoi après. On a dans les deux cas, on observe que dans les deux cas, le matériel de nettoyage des grains possédé est important en regard des quantités conservées. Parce que, si vous voulez, ce sont des petits laboureurs, mais ils ont, si vous voulez, un matériel qui, en Plaine de France ou en pays chartrain, ce matériel, on le possède si on a 2, 3 charrues. Donc des productions de grains plus importantes. Donc si eux ont fait cette acquisition, c'est qu'ils ont une raison. On ne sait pas pour l'instant la cause. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que si on fait une comparaison,
ils sont culottés, excusez-moi le terme, ils sont gonflés d'investir dans ce matériel alors qu'ils n'en ont pas le besoin réel en quantité de grains. C'est donc qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va les motiver. Et on va essayer de comprendre et on sera bien près de la fin à ce moment-là. Au vu de ce constat, nous nous sommes demandé si ces novateurs étaient isolés ou s'ils faisaient partie d'un mouvement plus important caractérisant cette région. Et la réponse, on va la voir. Et qu'est-ce qui va nous la donner? C'est finalement le curé Bayet qui fait son grand retour en nous disant. Donc, voilà. Il adresse un courrier en 1759 à M. de Lépine-Lenné, qui habite Amiens, qui est un notable, et à qui il fournit du matériel. Le curé Bayet fournit des cribles ventilés. Et il lui dit, c'est une précaution dont je me suis muni quand je t'ai parlé des vents à Molin. Vent à Moulins. Hein. J'en ai observé de toutes les façons, de Roye, de Péronne, de Montdidier et de tout autre endroit. Mes attentions se portent jusque sur ceux de Westphalie et de Hanovre. C'est vrai, ça existe. Et donc ça veut dire que c'est un homme qui est, vous voyez, il a un stade plus important que ce qu'on pourrait même penser. Et ce qui explique qu'il communique avec Duhamel du Monceau. Hein, pour lesquels j'espère que monsieur l'intendant, aux instances que je viens de lui faire, écrira à messieurs les intendants de nos armées en Allemagne. En un mot, je ne sais te dire combien j'en ai examiné des centaines. J'en ai moi-même un. Il y en a 22 dans ma paroisse. Il est en train de nous annoncer la suite du tableau, si vous voulez, hein, que l'on voit là. Dans ma paroisse. Ainsi, tu dois croire que j'en sais plus que personne le prix, surtout y compris que j'y fais ajouter pour l'embellissement du grain façonné. C'est maintenant dans ma paroisse que l'on fait, par mes conseils, les meilleurs vents à Molin. L'ouvrier fait tout ce qui est nécessaire et grille jolie et autre chose. C'était peut-être superflu. Sans que nous soyons obligés d'avoir recours au dehors pour quoi que ce soit. Ces propos du curé Bayonvilliers indiquent qu'au niveau local, les cribles ventilés sont déjà nombreux dans son village en 1759. Ils permettent donc de penser qu'à la même époque, les laboureurs déjà équipés dans les deux villages situés 3 lieues plus au sud, qui sont sur l'écran, ne constituent pas des exceptions du tout et participent à un mouvement d'évolution que l'auteur indique être général dans les villes picardes, puisqu'il l'a dit. Et on peut penser que c'est vrai. De plus, comme concepteur de ce type de matériel, il indique avoir étudié précisément les cribles ventilés en usage dans le nord-ouest de l'Allemagne. Il est intéressant d'observer qu'au-delà de sa connaissance de la production régionale de cribles, l'ecclésiastique s'est intéressé à des matériels comparables provenant de l'Europe du Nord. Et il avait raison, parce que c'est bien de là c'est d'autres recherches que moi je fais, qui prouvent que ces cribles ventilés sont rentrés par les pays du nord de l'Europe, pas l'extrême nord, mais Hollande et en partie Angleterre. Ceci constitue-t-il pour lui une référence technique ou sont-ils les premiers matériels observés dans le nord de la France, indiquant l'axe de pénétration de ces matériels en France? Dans un mémoire du 14 mars 1759 consacré au traitement des blés noirs, ou carriers, c'est les blés carriers, c'est-à-dire qui sont attaqués par un champignon cryptogamique, et qui détruit le grain et qui le transforme en amidon en poudre noire. Le religieux indique d'autre part que le travail des vents à Molin doit être recherché. Mais il s'agit ici de vanner et rien ne peut y causer autant de dommages que les vents d'osier plats et faits à l'ancienne mode. Vous voyez, il critique en plus. Au lieu de ces vents mis au rebut dans tout le Santerre, il paraît indispensable de se servir de ceux de planche. C'est le crible ventilé. Le vent à Molin, que l'on y voit enfermé, comme dans une espèce de boîte ouverte à une extrémité qui lui est opposée, souffle et chasse à cette extrémité la poussière dangereuse et la paille des épis. Le blé tombe promptement à l'autre extrémité de cette machine. Nos vents nouveaux sont une machine merveilleuse. Jamais l'on n'a vanné en France aussi promptement, ni avec tant de vitesse, ni avec tant de profit. Vous voyez, là vraiment, on enfonce le clou. Hein, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un gain de productivité et de qualité. Bien. Une série de courriers donc datés de 1762, août 62 à fin 62, évoque enfin la mise à disposition de cribles ventilés commandés au curé Bayet par des personnalités régionales, M. Derbon, subdélégué, et M. Dinvaux, intendant de la généralité, qui investissent pour eux.
Hein. Donc, est construit par des menuisiers locaux pour le compte du religieux. Alors, en fait, ça va être vrai dans l'Amiénois, mais bien dans d'autres régions. J'ai trouvé ça justement en Limagne, où un ingénieur des ponts et chaussées, on pourrait dire le curé Bayet, regroupé autour d'eux avec donc le plan du crible ventilé, qui leur avait été fourni d'une façon ou d'une autre, et qui mettait à l'œuvre, chargé de réaliser un menuisier et un serrurier qui fabriquaient, suivant ces plans, ce matériel. Et il y a même eu des transferts d'artisans qui ont migré de région à région par rapport à ça. Donc, la présence de Grand Vent à Molin, à Arvillers et au Plessis-Rosainvilliers entre 1755 et 1760, et les différentes informations émanant du curé Bayet, confirment donc que le mouvement d'innovation est important à partir de 1750 dans cette région. Et les laboureurs vont être, semble-t-il, convaincus, parce que dans les années qui vont suivre, 80 à 88, puisque vous voyez, j'ai étendu grâce au fonds qui était très riche de justice seigneuriale, hein, c'est pas forcément le notariat, on voit que, donc, ici, laboureur, allez, on est sûr que c'en est un, c'est un crible ventilé, on le voit à côté, etc. Ici, un nouveau, un autre laboureur ici. Donc, après, alors là, c'est un serrurier, c'est Jacques Legros. Alors, lui, Jacques Legros, il est revenu au grain, certainement, ce brave monsieur. Hein, il est serrurier, il n'est pas au labour, hein, du moins. Donc, il est, la recherche, voilà. Parce que vous voyez ici, on n'a pas du tout, il n'a que, c'est des revenus en grain qu'il stocke en grenier et il lui faut un crible, hein, pour, avant la vente, fournir un produit sain, loyal et marchand territoire. On continue, et puis donc on va retrouver encore un autre laboureur ici, on va retrouver et puis je ne peux pas vous cacher la vérité, on va retrouver d'autres personnes. Et c'est là où les choses sont très surprenantes, et on finit là-dessus, c'est que les laboureurs convaincus, on les voit, on voit qu'en nombre, on a maintenant un grand nombre de cribles ventilés qui apparaît sur cette période, dans ces deux paroisses, si vous voulez, et je saute tout de suite à l'étape finale. Il y a d'autres gens dynamiques, bien d'autres gens dynamiques dans cette population du Santerre. On a, effectivement, vous les avez vus, alors on a ici, on va les repérer, un faiseur de bar. Alors, ce faiseur de bar, c'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui vit avec des terres. Il vit, sinon on aurait une charrue, etc. C'est donc un professionnel. Hein. On va prendre le cas de Louis Lefay. Lui, il n'y a pas grand-chose. Mais il a quand même, il n'a apparemment pas de matériel, mais il a 10 livres investis dans le matériel. Simplement, c'est un petit faiseur, un ouvrier, un petit balestanier qui a choisi de s'associer avec un autre pour acquérir ce matériel. Ça en dit long quand même. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont persuadés de l'intérêt de ces matériels, même s'ils ne peuvent pas les financer seuls. C'est donc qu'ils vont en tirer un profit au niveau de la vente du grain ou la qualité du grain qu'ils achètent, vous voyez, pour l'améliorer. Donc on a un certain nombre de choses qui sont quand même assez spectaculaires. Ici on a un drapier laboureur d'Arvillers, hein, qui a donc une charrue, etc. Mais son principal métier, c'est d'être drapier. Sinon, on ne pourrait pas expliquer un inventaire à 1700, je crois que c'est le plus gros que j'ai à ce niveau-là. Et puis, on va trouver des gens, et je vais terminer là-dessus, je vais vous lire le cas de Gilles Lefay, qui est assez saisissant, parce que ça va plus loin à l'intérieur de ce monde agricole, mais en même temps semi-industriel, c'est pas le bon terme, mais qui travaille à façon dans le textile, dans les régions du nord de la France. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Gilles Lefebvre, il est faiseur de bas à Arvillers. Il décède en février 1785.
Il dispose d'un matériel de culture très limité. Grand râteau, faucille, fléau, d'une mule et d'une vache. Si je ne me suis pas trompé, oui, c'est ça. On a une mule dont j'ai mis un cheval. S'il conserve encore un stock de grains évalué à 140 livres vers la fin de l'hiver, c'est en partie grâce aux travaux de labour effectués par son voisin, Jean-Baptiste Richard. Alors on le retrouve plus haut, dedans, je ne sais plus où il est, Jean-Baptiste Richard, à qui il doit encore près de 11 livres au moment de son décès. Il y a des choses qui sont intéressantes, des échanges, voilà. L'activité de Badestamier, il l'exerce, d'après moi, si vous voulez, en boutique. Mais c'est parce qu'il y a marqué boutique dans l'inventaire. Et on va voir que ça a un intérêt. Correspond par contre à un capital investi important. En effet, aux 2 métiers à faire bas qu'il possède, il y en a 2. Donc il ne travaille pas forcément seul, et c'est pour ça qu'il y a boutique. Évalué à 200 livres, c'est pas rien. Il y a lieu d'ajouter de gros stocks de laine filée et affilée pour 480 livres. Et un stock de paires de bas à vendre, logique, de 76 livres. Ce qui fait que ce personnage, oui, a quand même un inventaire qui, pour un Badestamier qui n'est pas négligeable. Outre le prix habituellement élevé du métier, les importants stocks de laine qu'il conserve indiquent qu'il ne travaille certainement pas seul dans sa boutique et qu'il emploie du personnel. L'observation de ces dettes passives nous confirme que c'est un Badestamier qui produit des quantités de bas importantes, puisqu'il traite directement pour ses approvisionnements, donc là je l'ai retrouvé dans les dettes passives, avec 2 marchands de laine de Tourcoing, auxquels il doit, ça c'est un autre renseignement intéressant, 255 livres au jour de son décès. Donc ça veut dire que c'est un homme qui prend des risques aussi. Même si le total de ses dettes passives, 410 livres, ne représente qu'à peine 30% de son patrimoine, on voit que Gilles Lefebvre prend des risques importants pour développer son activité de faiseur de bas. Aussi, il ne semble pas que l'achat d'un grand vent pour 18 livres constitue pour lui une dépense présentant un quelconque risque. Voilà. Bon, j'ai d'autres exemples, mais on va s'arrêter là, je pense. Je vous donne simplement la conclusion de ces travaux, on va dire, sur le Santerre, et non pas la mémoire. Nous voyons donc qu'un mouvement de modernisation important dans la technique de nettoyage des grains touche les campagnes picardes à partir de la seconde moitié du XVIIIe. Dans un premier temps, autour de 1760, ce mouvement est initié par des agronomes férus d'innovation technique comme le curé Bayet et relayé par des petits laboureurs novateurs. C'était les 4 qu'on avait vus dans la période du Haut. Puis après 1775, l'implantation du crible ventilé dénommé Grand Vent Havanais se produit dans cette région, en concernant alors la plupart des laboureurs, mais aussi un nombre non négligeable de ruraux fabricants de bas, qui, malgré de faibles quantités de grains conservés, font l'acquisition de ce matériel. C'est donc qu'il y a, outre le fait d'être convaincu par le curé Bayet, qui montre un exemple, qui montre un certain nombre de choses, et qui fait que petit à petit, ce matériel que les moins riches voient dans les exploitations des plus riches, ça fait son chemin, et ils se disent, voilà, c'est l'avenir des récoltes, c'est l'avenir de leur conservation. Donc, vous voyez comment, finalement, cette innovation agronomique, elle est rentrée de façon un peu subreptice, c'était pas évident. Qui en a été l'artisan? C'est souvent des gens qui parlent, qui communiquent avec les paysans. C'est pas tant les seigneurs, c'est souvent le prêtre, le curé, et puis certains techniciens. Et dans d'autres régions, on va avoir d'autres personnages, etc. Voilà. C'est tout. Je suis à votre disposition. Mais peut-être tard, je pense. Je finis de prendre mes notes. Est-ce que je vais... Eh bien, maintenant... Non, je vous en prie. Alors, je suis gênée, j'ai fait beaucoup de gestes. C'est pas grave. Et je voyais sur l'écran, je me voyais mes mains.